Les Chouans, partie 7. Suite du chapitre 3. Même après une insulte, dit le comte avec une sorte de regret. Certaines personnes ne sont-elles pas trop haut situées pour que l'insulte les atteigne ? Monsieur le comte, je suis du nombre. En prononçant ces paroles, la jeune fille prit une attitude de noblesse et de fierté qui imposa au prisonnier et rendit toute cette intrigue beaucoup moins claire pour Hulot. Le commandant mit la main à sa moustache pour la retrousser et regarda d'un air inquiet mademoiselle de Verneuil, qui lui fit un signe d'intelligence comme pour avertir qu'elle ne s'écartait pas de son plan. « Maintenant, reprit-elle après une pause, causons. Francine, donne-nous des lumières, ma fille. » Elle amena fort adroitement la conversation sur le temps qui était, en si peu d'années, devenu l'Ancien Régime. Elle reporta si bien le conte à cette époque par la vivacité de ses observations et de ses tableaux, elle donna tant d'occasions au gentilhomme d'avoir de l'esprit, par la complaisante finesse avec laquelle elle lui ménagea des réparties, que le comte finit par trouver qu'il n'avait jamais été si aimable, et cette idée l'ayant rajeuni, il essaya de faire partager à cette séduisante personne la bonne opinion qu'il avait de lui-même. Cette malicieuse fille se plut à essayer sur le comte tous les ressorts de sa coquetterie, elle put y mettre d'autant plus d'adresse que c'était un jeu pour elle. Ainsi, tantôt elle laissait croire à de rapides progrès, et tantôt, comme étonnée de la vivacité du sentiment qu'elle éprouvait, elle manifestait une froideur qui charmait le comte, et qui servait à augmenter insensiblement cette passion impromptue. Elle ressemblait parfaitement à un pêcheur qui de temps en temps lève sa ligne pour reconnaître si le poisson mord à l'appât. Le pauvre comte se laissa prendre à la manière innocente dont sa libératrice avait accepté 2 ou 3 compliments assez bien tournés. L'émigration, la République, la Bretagne et les Chouans se trouvèrent alors à 1000 lieues de sa pensée. Hulot se tenait droit, immobile et silencieux, comme le dieu Therme. Son défaut d'instruction le rendait tout à fait inhabile à ce genre de conversation. Il se doutait bien que les 2 interlocuteurs devaient être très spirituels, mais tous les efforts de son intelligence ne tendaient qu'à les comprendre, afin de savoir s'ils ne complotaient pas à mots couverts contre la République. « Montauran, mademoiselle, disait le comte, a de la naissance, il est bien élevé, joli garçon, mais il ne connaît pas du tout la galanterie. Il est trop jeune pour avoir vu Versailles. Son éducation a été manquée et, au lieu de faire des noirceurs, il donnera des coups de couteau. Il peut aimer violemment, mais il n'aura jamais cette fine fleur de manière qui distinguait Lauzun, Adhémar, Coigny, comme tant d'autres. Il n'a point l'art aimable de dire aux femmes de ces jolis riens qui, après tout, leur conviennent mieux que ces élans de passion par lesquels on les a bientôt fatiguées. Oui, quoique ce soit un homme à bonne fortune, il n'en a ni le laisser-aller, ni la grâce. « Je m'en suis bien aperçue, répondit Marie. « Ah, se dit le vicomte, elle a eu une inflexion de voix et un regard qui prouvent que je ne tarderai pas à être du dernier bien avec elle. Et ma foi, pour lui appartenir, je croirai tout ce qu'elle voudra que je croie. » Il lui offrit la main, le dîner était servi. Mademoiselle de Verneuil fit les honneurs du repas avec une politesse et un tact qui ne pouvaient avoir été acquis que par l'éducation et dans la vie recherchée de la cour. « Allez-vous-en, dit-elle à Hulot en sortant de table. Vous lui feriez peur, tandis que si je suis seule avec lui, je saurai bientôt tout ce que j'ai besoin d'apprendre. Il en est au point où un homme me dit tout ce qu'il pense et ne voit plus que par mes yeux. »« Et après ?» demanda le commandant en ayant l'air de réclamer le prisonnier. « Oh, libre, répondit-elle. Il sera libre comme l'air. »« Il a cependant été pris les armes à la main. »« Non, dit-elle, par une de ces plaisanteries sophistiquées que les femmes se plaisent à opposer à une raison péremptoire. Je l'avais désarmé. »« Comte, dit-elle au gentilhomme en rentrant, je viens d'obtenir votre liberté.
mais rien pour rien, ajouta-t-elle en souriant et mettant sa tête de côté comme pour l'interroger. Demandez-moi tout, même mon nom et mon honneur, s'écria-t-il dans son ivresse. Je mets tout à vos pieds. Et il s'avança pour lui saisir la main, en essayant de lui faire prendre ses désirs pour de la reconnaissance. Mais mademoiselle de Verneuil n'était pas fille à s'y méprendre. Aussi, tout en souriant de manière à donner quelque espérance à ce nouvel amant, « Me feriez-vous repentir de ma confiance ?» dit-elle, en se reculant de quelques pas. « L'imagination d'une jeune fille va plus vite que celle d'une femme, » répondit-il en riant. « Une jeune fille a plus à perdre que la femme. »« C'est vrai. L'on doit être défiant quand on porte un trésor. »« Quittons ce langage-là, » reprit-elle, « et parlons sérieusement. Vous donnez un bal à Saint-James. J'ai entendu dire que vous aviez établi là vos magasins, vos arsenaux et le siège de votre gouvernement. À quand le bal ? À demain soir. Vous ne vous étonnerez pas, monsieur, qu'une femme calomniée veuille, avec l'obstination d'une femme, obtenir une éclatante réparation des injures qu'elle a subies en présence de ceux qui en furent les témoins. J'irai donc à votre bal. Je vous demande de m'accorder votre protection du moment où j'y paraîtrai jusqu'au moment où j'en sortirai. Je ne veux pas de votre parole, dit-elle, en lui voyant se mettre la main sur le cœur. J'abhorre les serments. Ils ont trop l'air d'une précaution. Dites-moi simplement que vous vous engagez à garantir ma personne de toute entreprise criminelle ou honteuse. Promettez-moi de réparer votre tort en proclamant que je suis bien la fille du duc de Verneuil, mais en taisant tous les malheurs que j'ai dus à un défaut de protection paternelle. Nous serons quittes. Et 2 heures de protection accordée à une femme au milieu d'un bal, est-ce une rançon chère ? Allez, vous ne valez pas une obole de plus. Et, par un sourire, elle ôta toute amertume à ses paroles. « Que demanderez-vous pour la carabine ?» dit le comte en riant. « Oh, plus que pour vous. »« Quoi ?»« Le secret. Croyez-moi, Beauvant, la femme ne peut être devinée que par une femme. Je suis certaine que si vous dites un mot, je puis périr en chemin. Hier, quelques balles m'ont averti des dangers que j'ai à courir sur la route. Oh, cette dame est aussi habile à la chasse que leste à la toilette. Jamais femme de chambre ne m'a si promptement déshabillée. Ah, de grâce, dit-elle, faites en sorte que je n'ai rien de semblable à craindre au bal. Vous y serez sous ma protection, répondit le comte avec orgueil. Mais viendrez-vous donc à Saint-James pour Montauran ? Demanda-t-il d'un air triste. Vous voulez être plus instruit que je ne le suis, dit-elle en riant. Maintenant, sortez, ajouta-t-elle après une pause. Je vais vous conduire moi-même hors de la ville, car vous vous faites ici une guerre de cannibales. Vous vous intéressez donc un peu à moi ? S'écria le comte. Ah, mademoiselle, permettez-moi d'espérer que vous ne serez pas insensible à mon amitié, car il faut se contenter de ce sentiment, n'est-ce pas ? Ajouta-t-il d'un air de fatuité. Allez, devin, dit-elle, avec cette joyeuse expression que prend une femme pour faire un aveu qui ne compromet ni sa dignité ni son secret. Puis elle mit une pelisse et accompagna le comte jusqu'au nid au croc. Arrivée au bout du sentier, elle lui dit « Monsieur, soyez absolument discret, même avec le marquis. » Et elle mit un doigt sur ses 2 lèvres. Le comte, enhardi par l'air de bonté de mademoiselle de Verneuil, lui prit la main. Elle la lui laissa prendre comme une grande faveur, et il la lui baisa tendrement. « Oh, mademoiselle, comptez sur moi à la vie, à la mort !» s'écria-t-il en se voyant hors de tout danger. « Quoique je vous doive une reconnaissance presque égale à celle que je dois à ma mère, il me sera bien difficile de n'avoir pour vous que du respect. » Il s'élança dans le sentier. Après l'avoir vu gagnant les rochers de Saint-Sulpice, Marie remua la tête en signe de satisfaction et se dit à elle-même à voix basse. « Ce gros garçon-là m'a livré plus que sa vie pour sa vie. J'en ferai ma créature à bien peu de frais. » Une créature ou un créateur. Voici donc toute la différence qui existe entre un homme et un autre. Elle n'acheva pas,
jeta un regard de désespoir vers le ciel et regagna lentement la porte Saint-Léonard, où l'attendaient Hulot et Corentin. « Encore 2 jours !» s'écria-t-elle. « Et… » Elle s'arrêta en voyant qu'il n'était pas seul. « Et il tombera sous vos fusils !» dit-elle à l'oreille de Hulot. Le commandant recula d'un pas et regarda d'un air de goguenarderie, difficile à rendre, cette fille dont la contenance et le visage n'accusaient aucun remords. Il y a cela d'admirable chez les femmes qu'elles ne raisonnent jamais leurs actions les plus blâmables. Le sentiment les entraîne. Il y a du naturel même dans leur dissimulation. Et c'est chez elles seules que le crime se rencontre sans bassesse. La plupart du temps, elles ne savent pas comment cela s'est fait. « Je vais à Saint-James, au bal donné par les Chouans et… » « Mais, dit Corentin en interrompant, il y a 5 lieues, voulez-vous que je vous y accompagne ? Vous vous occupez beaucoup, lui dit-elle, d'une chose à laquelle je ne pense jamais, de vous. Le mépris que Marie témoignait à Corentin plut singulièrement à Hulot, qui fit sa grimace en la voyant disparaître vers Saint-Léonard. Corentin la suivit des yeux en laissant éclater sur sa figure une sourde conscience de la fatale supériorité qu'il croyait pouvoir exercer sur cette charmante créature, en gouvernant les passions sur lesquelles il comptait pour la trouver un jour à lui. Mademoiselle de Verneuil, de retour chez elle, s'empressa de délibérer sur ses parures de bal. Francine, habituée à obéir sans jamais comprendre les fins de sa maîtresse, fouilla les cartons et proposa une parure grecque. Tout subissait alors le système grec. La toilette agréée par Marie put tenir dans un carton facile à porter. « Francine, mon enfant, je vais courir les champs. Vois si tu veux rester ici ou me suivre. »« Rester !» s'écria Francine. « Et qui vous habillerait ?»« Où as-tu mis le gant que je t'ai rendu ce matin ? » ?»« Le voici. Couds à ce gant-là un ruban vert. Et surtout, prends de l'argent. » En s'apercevant que Francine tenait des pièces nouvellement frappées, elle s'écria « Il ne faut que cela pour nous faire assassiner. Envoie Jérémie éveiller Corentin. Non, le misérable nous suivrait. Envoie plutôt chez le commandant demander de ma part des écus de 6 francs. » Avec cette sagacité féminine qui embrasse les plus petits détails, elle pensait à tout. Pendant que Francine achevait les préparatifs de son inconcevable départ, elle se mit à essayer de contrefaire le cri de la chouette et parvint à imiter le signal de marche à terre de manière à pouvoir faire illusion. À l'heure de minuit, elle sortit par la porte Saint-Léonard, gagna le petit sentier du nid au croc et s'aventura, suivie de Francine, à travers le val de Gibari, en allant d'un pas ferme, car elle était animée par cette volonté forte qui donne à la démarche et au corps je ne sais quel caractère de puissance. Sortir d'un bal de manière à éviter un rhume est pour les femmes une affaire importante. Mais qu'elles aient une passion dans le cœur, leur corps devient de bronze. Cette entreprise aurait longtemps flotté dans l'âme d'un homme audacieux, et à peine avait-elle souri à mademoiselle de Verneuil que les dangers devenaient pour elle autant d'attraits. « Vous partez sans vous recommander à Dieu, » dit Francine, qui s'était retournée pour contempler le clocher de Saint-Léonard. La pieuse bretonne s'arrêta, joignit les mains et dit un ave à sainte Anne d'Auray, en la suppliant de rendre ce voyage heureux, tandis que sa maîtresse resta pensive en regardant tour à tour et la pose naïve de sa femme de chambre qui priait avec ferveur, et les effets de la nuageuse lumière de la lune qui, en se glissant à travers les découpures de l'église, donnait au granit la légèreté d'un ouvrage en filigrane. Les 2 voyageurs arrivèrent promptement à la chaumière de Galop-Chopine. Quelque léger que fût le bruit de leurs pas, il éveilla l'un de ces gros chiens à la fidélité desquels les Bretons confient la garde du simple loquet de bois qui ferme leurs portes. Le chien accourut vers les 2 étrangères, et ses aboiements devinrent si menaçants qu'elles furent forcées d'appeler au secours en rétrogradant de quelques pas. Mais rien ne bougea. Mademoiselle de Verneuil siffla le cri de la chouette. Aussitôt, les gonds rouillés de la porte du logis rendirent un son aigu, et Galop-Chopine, levé en toute hâte, montra sa mine ténébreuse. « Il faut, » dit Marie, en présentant au surveillant de fougères le gant du marquis de Montauran, « que je me rende promptement à Saint-James. »
Monsieur le comte de Beauvans m'a dit que ce serait toi qui m'y conduirais et qui me servirais de défenseur. Ainsi, mon cher Galope-Chopine, procure-nous 2 ânes pour monture, et prépare-toi à nous accompagner. Le temps est précieux, car si nous n'arrivons pas avant demain soir à Saint-James, nous ne verrons ni le gars, ni le bal. Galope-Chopine, toute ébobie, prit le gant, le tourna, le retourna, et alluma une chandelle en résine, grosse comme le petit doigt et de la couleur du pain d'épices. Cette marchandise importée en Bretagne du nord de l'Europe accuse, comme tout ce qui se présente au regard de ce singulier pays, une ignorance de tous les principes commerciaux, même les plus vulgaires. Après avoir vu le ruban vert et regardé mademoiselle de Verneuil, s'être gratté l'oreille, avoir bu un pichet de cidre, en offrant un verre à la belle dame, Galope-Chopine la laissa devant la table sur le banc de châtaignier poli et alla chercher 2 ânes. La lueur violette que jetait la chandelle exotique n'était pas assez forte pour dominer les jets capricieux de la lune qui nuançaient par des points lumineux les tons noirs du plancher et des meubles de la chaumière enfumée. Le petit gars avait levé sa jolie tête étonnée, et au-dessus de ses beaux cheveux, 2 vaches montraient, à travers les trous du mur de l'étable, leurs mufles roses et leurs gros yeux brillants. Le grand chien, dont la physionomie n'était pas la moins intelligente de la famille, semblait examiner les 2 étrangères avec autant de curiosité qu'en annonçait l'enfant. Un peintre aurait admiré longtemps les effets de nuit de ce tableau, mais, peu curieuse d'entrer en conversation avec Barbette, qui se dressait sur son séant comme un spectre et commençait à ouvrir de grands yeux en la reconnaissant, Marie sortit pour échapper à l'air empesté de ce taudis et aux questions que la bécanière allait lui faire. Elle monta lestement l'escalier du rocher qui abritait la hutte de Galope-Chopine, et y admira les immenses détails de ce paysage, dont les points de vue subissaient autant de changements que l'on faisait de pas en avant ou en arrière, vers le haut des sommets ou le bas des vallées. La lumière de la lune enveloppait alors, comme d'une brume lumineuse, la vallée du Couesnon. Certes, une femme qui portait en son cœur un amour méconnu devait savourer la mélancolie que cette lueur douce fait naître dans l'âme, par les apparences fantastiques imprimées aux masses et par les couleurs dont elle nuance les eaux. En ce moment, le silence fut troublé par le cri des ânes. Marie redescendit promptement à la cabane du Chouan et ils partirent aussitôt. Galope-Chopine, armée d'un fusil de chasse à 2 coups, portait une longue peau de bique qui lui donnait l'air de Robinson Crusoé. Son visage bourgeonné et plein de rides se voyait à peine sous le large chapeau que les paysans conservent encore comme une tradition des anciens temps, orgueilleux d'avoir conquis à travers leur servitude l'antique ornement des têtes seigneuriales. Cette nocturne caravane, protégée par ce guide dont le costume, l'attitude et la figure avaient quelque chose de patriarcal, ressemblait à cette scène de la fuite en Égypte, due au sombre pinceau de Rembrandt. Galope-Chopine évita soigneusement la grande route et guida les 2 étrangères à travers l'immense dédale de chemin de traverse de la Bretagne. Mademoiselle de Verneuil comprit alors la guerre des Chouans. En parcourant ces routes, elle put mieux apprécier l'état de ces campagnes qui, vues d'un point élevé, lui avaient paru si ravissantes, mais dans lesquelles il faut s'enfoncer pour en concevoir et les dangers et les inextricables difficultés. Autour de chaque champ, et depuis un temps immémorial, les paysans ont élevé un mur en terre, haut de 6 pieds, de forme prismatique, sur le faîte duquel croissent des châtaigniers, des chênes ou des hêtres. Ce mur ainsi planté s'appelle une haie, la haie normande, et les longues branches des arbres qui la couronnent, presque toujours rejetées sur le chemin, décrivent au-dessus un immense berceau. Les chemins, tristement encaissés par ces murs tirés d'un sol argileux, ressemblent aux fossés des places fortes, et lorsque le granit qui, dans ces contrées, arrive presque toujours à fleur de terre, n'y fait pas une espèce de pavé raboteux, ils deviennent alors tellement impraticables que la moindre charrette ne peut y rouler qu'à l'aide de 2 paires de bœufs et de 2 chevaux petits, mais généralement vigoureux. Ces chemins sont si habituellement marécageux
que l'usage a forcément établi pour les piétons dans le champ et le long de la haie un sentier nommé une rotte qui ressemble et finit avec chaque pièce de terre. Pour passer d'un champ dans un autre, il faut donc remonter la haie au moyen de plusieurs marches que la pluie rend souvent glissantes. Les voyageurs avaient encore bien d'autres obstacles à vaincre dans ces routes tortueuses. Ainsi fortifié, chaque morceau de terre a son entrée qui, large de 10 pieds environ, est fermé par ce qu'on nomme dans l'ouest un échalier. L'échalier est un tronc ou une forte branche d'arbre dont un des bouts, percé de part en part, s'emmanche dans une autre pièce de bois informe qui lui sert de pivot. L'extrémité de l'échalier se prolonge un peu au-delà de ce pivot, de manière à recevoir une charge assez pesante pour former un contrepoids et permettre à un enfant de manœuvrer cette singulière fermeture champêtre dont l'autre extrémité repose dans un trou fait à la partie intérieure de la haie. Quelquefois, les paysans économisent la pierre du contrepoids en laissant dépasser le gros bout du tronc de l'arbre ou de la branche. Cette clôture varie suivant le génie de chaque propriétaire. Souvent, l'échalier consiste en une seule branche d'arbre dont les deux bouts sont scellés par de la terre dans la haie. Souvent, il a l'apparence d'une porte carrée, composée de plusieurs menues branches d'arbres, placées de distance en distance comme les bâtons d'une échelle mise en travers. Cette porte tourne alors comme un échalier et roule à l'autre bout sur une petite roue pleine. Ces haies et ces échaliers donnent au sol la physionomie d'un immense échiquier dont chaque champ forme une case parfaitement isolée des autres, close comme une forteresse, protégée comme elle par des remparts. La porte, facile à défendre, offre à des assaillants la plus périlleuse de toutes les conquêtes. En effet, le paysan breton croit engraisser la terre qui se repose, en y encourageant la venue de genêts immenses, arbustes si bien traités dans ces contrées qu'il y arrive en peu de temps à hauteur d'homme. Ce préjugé, digne de gens qui placent leur fumier dans les parties les plus élevées de leur cour, entretient sur le sol et dans la proportion d'un champ sur 4, des forêts de genêts au milieu desquelles on peut dresser 1000 embûches. Enfin, il n'existe peut-être pas de champ où il ne se trouve quelques vieux pommiers à cidre qui abaissent leurs branches basses et par conséquent mortelles aux productions du sol qu'elles couvrent. Or, si vous venez à songer au peu d'étendue des champs dont toutes les haies supportent d'immenses arbres à racines gourmandes qui prennent le quart du terrain, vous aurez une idée de la culture et de la physionomie du pays que parcourait alors mademoiselle de Verneuil. On ne sait si le besoin d'éviter les contestations a, plus que l'usage si favorable à la paresse d'enfermer les bestiaux sans les garder, conseillé de construire ces clôtures formidables, dont les permanents obstacles rendent le pays imprenable et la guerre des masses impossible. Quand on a, pas à pas, analysé cette disposition du terrain, alors se révèle l'insuccès nécessaire d'une lutte entre des troupes régulières et des partisans, car 500 hommes peuvent défier les troupes d'un royaume. Là était tout le secret de la guerre des Chouans. Mademoiselle de Verneuil comprit alors la nécessité où se trouvait la République d'étouffer la discorde plutôt par des moyens de police et de diplomatie que par l'inutile emploi de la force militaire. Que faire en effet contre des gens assez habiles pour mépriser la possession des villes et s'assurer celle de ces campagnes à fortification indestructible? Comment ne pas négocier lorsque toute la force de ces paysans aveuglés résidait dans un chef habile et entreprenant? Elle admira le génie du ministre qui devinait du fond d'un cabinet le secret de la paix. Elle crut entrevoir les considérations qui agissent sur les hommes assez puissants pour voir tout un empire d'un regard, et dont les actions, criminelles aux yeux de la foule, ne sont que les jeux d'une pensée immense. Il y a chez ces âmes terribles, on ne sait quel partage entre le pouvoir de la fatalité et celui du destin. On ne sait quelle prescience dont les signes les élèvent tout à coup. La foule les cherche un moment parmi elles, elle lève les yeux et les voit planant. Ses pensées semblaient justifier et même
ennoblirent les désirs de vengeance formés par mademoiselle de Verneuil. Puis, ce travail de son âme et de ses espérances lui communiquait assez d'énergie pour lui faire supporter les étranges fatigues de son voyage. Au bout de chaque héritage, Gallop-Chopin était forcé de faire descendre les deux voyageuses pour les aider à gravir les passages difficiles. Et lorsque les routes cessaient, elles étaient obligées de reprendre leur monture et de se hasarder dans ces chemins fangeux qui se ressentaient de l'approche de l'hiver. La combinaison de ces grands arbres, des chemins creux et des clôtures entretenait dans les bas-fonds une humidité qui souvent enveloppait les trois voyageurs d'un manteau de glace. Après de pénibles fatigues, ils atteignirent, au lever du soleil, les bois de Marignet. Le voyage devint alors moins difficile dans le large sentier de la forêt. La voûte formée par les branches, l'épaisseur des arbres, mirent les voyageurs à l'abri de l'inclémence du ciel, et les difficultés multipliées qu'ils avaient eu à surmonter d'abord ne se représentèrent plus. À peine avaient-ils fait une lieue environ à travers ces bois, qu'ils entendirent dans le lointain un murmure confus de voix et le bruit d'une sonnette dont les sons argentins n'avaient pas cette monotonie que leur imprime la marche des bestiaux. Tout en cheminant, Gallop-Chopin écouta cette mélodie avec beaucoup d'attention. Bientôt, une bouffée de vent lui apporta quelques mots psalmodiés, dont l'harmonie parut agir fortement sur lui, car il dirigea les montures fatiguées dans un sentier qui devait écarter les voyageurs du chemin de Saint-James, et il fit la sourde oreille aux représentations de mademoiselle de Verneuil, dont les appréhensions s'accrurent en raison de la sombre disposition des lieux. À droite et à gauche, d'énormes rochers de granit, posés les uns sur les autres, offraient de bizarres configurations. À travers ces blocs, d'immenses racines semblables à de gros serpents se glissaient pour aller chercher au loin les sucs nourriciers de quelques êtres séculaires. Les deux côtés de la route ressemblaient à ces grottes souterraines, célèbres par leurs stalactites. D'énormes festons de pierre, où la sombre verdure du houx et des fougères s'alliait aux taches verdâtres ou blanchâtres des mousses, cachaient des précipices et l'entrée de quelques profondes cavernes. Quand les trois voyageurs eurent fait quelques pas dans un étroit sentier, le plus étonnant des spectacles vint tout à coup s'offrir au regard de mademoiselle de Verneuil, et lui fit concevoir l'obstination de Gallop-Chopin. Un bassin demi-circulaire, entièrement composé de quartiers de granit, formait un amphithéâtre dans les informes gradins duquel de hauts sapins noirs et des châtaigniers jaunis s'élevaient les uns sur les autres en présentant l'aspect d'un grand cirque, où le soleil de l'hiver semblait plutôt verser de pâles couleurs qu'épancher sa lumière, et où l'automne avait partout jeté le tapis fauve de ses feuilles séchées. Au centre de cette salle, qui semblait avoir eu le déluge pour architecte, s'élevaient trois énormes pierres druidiques, vaste autel sur lequel était fixée une ancienne bannière d'église. Une centaine d'hommes agenouillés et la tête nue priaient avec ferveur dans cette enceinte où un prêtre, assisté de deux autres ecclésiastiques, disait la messe. La pauvreté des vêtements sacerdotaux, la faible voix du prêtre qui retentissait comme un murmure dans l'espace, ces hommes pleins de conviction, unis par un même sentiment et prosternés devant un autel sans pompe, la nudité de la croix, l'agreste énergie du temple, l'heure, le lieu, tout donnait à cette scène le caractère de naïveté qui distingua les premières époques du christianisme. Mademoiselle de Verneuil resta frappée d'admiration. Cette messe, dite au fond des bois, ce culte renvoyé par la persécution vers sa source, la poésie des anciens temps hardiment jetée au milieu d'une nature capricieuse et bizarre, ces chouans armés et désarmés, cruels et priants, à la fois hommes et enfants, tout cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait encore vu ou imaginé. Elle se souvenait bien d'avoir admiré dans son enfance les pompes de cette église romaine si flatteuse pour les sens, mais elle ne connaissait pas encore Dieu tout seul, sa croix sur l'autel, son autel sur la terre. Au lieu des feuillages découpés qui, dans les cathédrales, couronnent les arceaux gothiques, les arbres de l'automne soutenant le dôme du ciel,
Au lieu des 1000 couleurs projetées par les vitraux, le soleil glissant à peine ses rayons rougeâtres et ses reflets assombris sur l'autel, sur le prêtre et sur les assistants. Les hommes n'étaient plus là qu'un fait et non un système. C'était une prière et non une religion. Mais les passions humaines, dont la compression momentanée laissait à ce tableau toutes ses harmonies, apparurent bientôt dans cette scène mystérieuse et l'animèrent puissamment. À l'arrivée de mademoiselle de Verneuil, l'évangile s'achevait. Elle reconnut en l'officiant, non sans quelque effroi, l'abbé Gudin, et se déroba précipitamment à ses regards en profitant d'un immense fragment de granit qui lui fit une cachette où elle attira vivement Francine. Mais elle essaya vainement d'arracher Gallop Chopin de la place qu'il avait choisie pour participer aux bienfaits de cette cérémonie. Elle espéra pouvoir échapper au danger qui la menaçait en remarquant que la nature du terrain lui permettrait de se retirer avant tous les assistants. À la faveur d'une large fissure du rocher, elle vit l'abbé Gudin montant sur un quartier de granit qui lui servit de chaîne, et il y commença son prône en ces termes. In nomine Patris in Filii et Spiritus Sancti. À ces mots, les assistants firent tous et pieusement le signe de la croix. Mes chers frères, reprit l'abbé d'une voix forte, nous prierons d'abord pour les trépassés. Jean Cochegru, Nicolas Laferté, Joseph Brouet, François Parquois, Sulpice Coupio, tous de cette paroisse, et morts des blessures qu'ils ont reçues au combat de la Pèlerine et au siège de Fougères. De profundis, etc. Ce psaume fut récité, suivant l'usage, par les assistants et par les prêtres, qui disaient alternativement un verset avec une ferveur de bon augure pour le succès de la prédication. Lorsque le psaume des morts fut achevé, l'abbé Gudin continua d'une voix dont la violence alla toujours en croissant, car l'ancien jésuite n'ignorait pas que la véhémence du débit était le plus puissant des arguments pour persuader ses sauvages auditeurs. Ces défenseurs de Dieu, chrétiens, vous ont donné l'exemple du devoir, dit-il. N'êtes-vous pas honteux de ce qu'on peut dire de vous dans le paradis ? Sans ces bienheureux qui ont dû y être reçus à bras ouverts par tous les saints, notre Seigneur pourrait croire que votre paroisse est habitée par des Mahumétiches. Savez-vous, mes gars, ce qu'on dit de vous dans la Bretagne et chez le roi ? Vous ne le savez point, n'est-ce pas ? Je vais vous le dire. Comment ? Les Bleus ont renversé les autels, ils ont tué les recteurs, ils ont assassiné le roi et la reine, ils veulent prendre tous les paroissiens de Bretagne pour en faire des Bleus comme eux et les envoyer se battre hors de leur paroisse, dans des pays bien éloignés, où l'on court le risque de mourir sans confession et d'aller ainsi pour l'éternité dans l'enfer. Et les gars de Marignet, à qui l'on a brûlé leurs églises, sont restés les bras ballants. Oh, cette république de damnés a vendu à l'encan les biens de Dieu et ceux des seigneurs. Elle en a partagé le prix entre ses bleus. Puis, pour se nourrir d'argent comme elle se nourrit de sang, elle vient de décréter de prendre 3 livres sur les écus de 6 francs, comme elle veut emmener 3 hommes sur 6, et les gars de Marignet n'ont pas pris leurs fusils pour chasser les Bleus de Bretagne ? Ha ha ! Le paradis leur sera refusé, et ils ne pourront jamais faire leur salut. Voilà ce qu'on dit de vous. C'est donc de votre salut, chrétiens, qu'il s'agit. C'est votre âme que vous sauverez en combattant pour la religion et pour le roi. Sainte Anne d'Auray elle-même m'est apparue avant-hier, à 2h30. Elle m'a dit, comme je vous le dis. Tu es un prêtre du Marignet ? Oui, madame, prêt à vous servir. Eh bien, je suis Sainte Anne d'Auray, tante de Dieu, à la mode de Bretagne. Je suis toujours à Auray, et encore ici, parce que je suis venue pour que tu dises aux gars de Marignet qu'il n'y a pas de salut à espérer pour eux s'ils ne s'arment pas. Aussi, leur refuseras-tu l'absolution de leurs péchés, à moins qu'ils ne servent Dieu. Tu béniras leurs fusils, et les gars qui seront sans péché
ne manqueront pas les bleus, parce que leurs fusils sont consacrés. » Elle a disparu en laissant sous le chêne de la patte d'oie une odeur d'encens. J'ai marqué l'endroit. Une belle vierge de bois y a été placée par monsieur le recteur de Saint-James. Or, la mère de Pierre le Roi, dit Marche à terre, y étant venue prier le soir, a été guérie de ses douleurs, à cause des bonnes œuvres de son fils. La voilà au milieu de vous, et vous la verrez de vos yeux marchant toute seule. C'est un miracle fait, comme la résurrection du bienheureux Marie Lambrequin, pour vous prouver que Dieu n'abandonnera jamais la cause des Bretons quand ils combattront pour ses serviteurs et pour le roi. Ainsi, mes chers frères, si vous voulez faire votre salut et vous montrer les défenseurs du roi, notre Seigneur, vous devez obéir à tout ce que vous recommandera celui que le roi a envoyé et que nous nommons le Gars. Alors, vous ne serez plus comme des Mahumétiches, et vous vous trouverez avec tous les gars de toute la Bretagne sous la bannière de Dieu. Vous pourrez reprendre dans les poches des Bleus tout l'argent qu'ils auront volé. Car, si pendant que vous faites la guerre, vos champs ne sont pas semés, le Seigneur et le roi vous abandonnent les dépouilles de leurs ennemis. Voulez-vous, chrétiens, qu'il soit dit que les gars de Marignay sont en arrière des gars du Morbihan, les gars de Saint-Georges, de ceux de Vitré, d'Entrain, qui tous sont au service de Dieu et du roi? Leur laisserez-vous tout prendre? Resterez-vous des hérétiques, des bras croisés, quand tant de Bretons font leur salut et sauvent leur roi? Vous abandonnerez tout pour moi, a dit l'Évangile. N'avons-nous pas déjà abandonné les dîmes, nous autres? Abandonnez donc tout pour faire cette guerre sainte. Vous serez comme les Maccabées. Enfin, tout vous sera pardonné. Vous trouverez au milieu de vous les recteurs et les curés, et vous triompherez. Faites attention à ceci, chrétiens, dit-il en terminant. Pour aujourd'hui seulement, nous avons le pouvoir de bénir vos fusils. Ceux qui ne profiteront pas de cette faveur ne retrouveront plus la sainte Dorée aussi miséricordieuse, et elle ne les écouterait plus comme elle l'a fait dans la guerre précédente. Cette prédication, soutenue par l'éclat d'un organe emphatique et par des gestes multipliés qui mirent l'orateur tout en eau, produisit en apparence peu d'effet. Les paysans immobiles et debout, les yeux attachés sur l'orateur, ressemblaient à des statues. Mais mademoiselle de Verneuil remarqua bientôt que cette attitude générale était le résultat d'un charme jeté par l'abbé sur cette foule. Il avait, à la manière des grands acteurs, manié tout son public comme un seul homme, en parlant aux intérêts et aux passions. N'avait-il pas absous d'avance les excès et délié les seuls liens qui retinssent ces hommes grossiers dans l'observation des préceptes religieux et sociaux? Il avait prostitué le sacerdoce aux intérêts politiques. Mais, dans ces temps de révolution, chacun faisait, au profit de son parti, une arme de ce qu'il possédait. Et la croix pacifique de Jésus devenait un instrument de guerre aussi bien que le soc nourricier des charrues. Ne rencontrant aucun être avec lequel elle pût s'entendre, mademoiselle de Verneuil se retourna pour regarder Francine, et ne fut pas médiocrement surprise de lui voir partager cet enthousiasme, car elle disait dévotueusement son chapelet sur celui de Galop-Chopine qui le lui avait sans doute abandonné pendant la prédication. « Francine, lui dit-elle à voix basse, tu as donc peur d'être une Mahumétiche ? » ?»« Oh, mademoiselle, répliqua la Bretonne, voyez donc là-bas la mère de Pierre qui marche. » L'attitude de Francine annonçait une conviction si profonde que Marie comprit alors tout le secret de ce prône, l'influence du clergé sur les campagnes et les prodigieux effets de la scène qui commença. Les paysans les plus voisins de l'autel s'avancèrent un à un et s'agenouillèrent en offrant leurs fusils au prédicateur qui les remettait sur l'autel. Galop-Chopine se hâta d'aller présenter sa vieille canardière.
Les 3 prêtres chantèrent l'hymne du Veni Creator, tandis que le célébrant enveloppait ses instruments de mort dans un nuage de fumée bleuâtre, en décrivant des dessins qui semblaient s'entrelacer. Lorsque la brise eut dissipé la vapeur de l'encens, les fusils furent distribués par ordre. Chaque homme reçut le sien à genoux, de la main des prêtres, qui récitaient une prière latine en les leur rendant. Lorsque les hommes armés revinrent à leur place, le profond enthousiasme de l'assistance, jusque-là muette, éclata d'une manière formidable mais attendrissante. « Domine, salvum, fac, regem !» Telle était la prière que le prédicateur entonna d'une voix retentissante et qui fut par 2 fois violemment chantée. Ces cris eurent quelque chose de sauvage et de guerrier. Les 2 notes du mot « regem », facilement traduit par ces paysans, furent attaquées avec tant d'énergie que mademoiselle de Verneuil ne put s'empêcher de reporter ses pensées avec attendrissement sur la famille des Bourbons exilés. Ses souvenirs éveillèrent ceux de sa vie passée. Sa mémoire lui retraça les fêtes de cette cour maintenant dispersée et au sein desquelles elle avait brillé. La figure du marquis s'introduisit dans cette rêverie. Avec cette mobilité naturelle à l'esprit d'une femme, elle oublia le tableau qui s'offrait à ses regards et revint alors à ses projets de vengeance, où il s'en allait de sa vie, mais qui pouvaient échouer devant un regard. En pensant à paraître belle dans ce moment le plus décisif de son existence, elle songea qu'elle n'avait pas d'ornement pour parer sa tête au bal, et fut séduite par l'idée de se coiffer avec une branche de houx dont les feuilles crispées et les baies rouges attiraient en ce moment son attention. « Oh oh, mon fusil pourra rater si je tire sur des oiseaux, mais sur des bleus, jamais !» dit Galop-Chopine en hochant la tête en signe de satisfaction. Marie examina plus attentivement le visage de son guide et y trouva le type de tous ceux qu'elle venait de voir. Ce vieux chouan ne trahissait certes pas autant d'idées qu'il y en aurait eu chez un enfant. Une joie naïve ridait ses joues et son front quand il regardait son fusil, mais une religieuse conviction jetait alors dans l'expression de sa joie une teinte de fanatisme qui, pour un moment, laissait éclater sur cette sauvage figure les vices de la civilisation. Ils atteignirent bientôt un village, c'est-à-dire la réunion de 4 ou 5 habitations semblables à celle de Galop-Chopine, où les chouans nouvellement recrutés arrivèrent, pendant que mademoiselle de Verneuil achevait un repas dont le beurre, le pain et le laitage firent tous les frais. Cette troupe irrégulière était conduite par le recteur, qui tenait à la main une croix grossière transformée en drapeau et que suivait un gars, tout fier de porter la bannière de la paroisse. Mademoiselle de Verneuil se trouva forcément réunie à ce détachement qui se rendait comme elle à Saint-James et qui la protégea naturellement contre toute espèce de danger, du moment où Galop-Chopine eut fait l'heureuse indiscrétion de dire au chef de cette troupe que la belle garce à laquelle il servait de guide était la bonne amie du gars. Vers le coucher du soleil, les 3 voyageurs arrivèrent à Saint-James, petite ville qui doit son nom aux Anglais, par lesquels elle fut bâtie au XIVe siècle, pendant leur domination en Bretagne. Avant d'y entrer, mademoiselle de Verneuil fut témoin d'une étrange scène de guerre à laquelle elle ne donna pas beaucoup d'attention. Elle craignit d'être reconnue par quelques-uns de ses ennemis, et cette peur lui fit hâter sa marche. 5 à 6 000 paysans étaient campés dans un champ. Leurs costumes, assez semblables à ceux des réquisitionnaires de la pèlerine, excluaient toute idée de guerre. Cette tumultueuse réunion d'hommes ressemblait à celle d'une grande foire. Il fallait même quelque attention pour découvrir que ces Bretons étaient armés, car leur peau de bique, si diversement façonnée, cachait presque leurs fusils, et l'arme la plus visible était la faux par laquelle quelques-uns remplaçaient les fusils qu'on devait leur distribuer. Les uns buvaient et mangeaient, les autres se battaient ou se disputaient à haute voix, mais la plupart dormaient couchés par terre. Il n'y avait aucune apparence d'ordre et de discipline. Un officier, portant un uniforme rouge, attira l'attention de mademoiselle de Verneuil. Elle le supposa devoir être au service d'Angleterre. Plus loin, 2 autres officiers paraissaient vouloir apprendre à quelques chouans, plus intelligents que les autres, à manœuvrer 2 pièces de canon qui semblaient former toute l'artillerie
de la future armée royaliste. Des hurlements accueillirent l'arrivée des gars de Marigny, qui furent reconnus à leur bannière. À la faveur du mouvement que cette troupe et les recteurs excitèrent dans le camp, mademoiselle de Verneuil put le traverser sans danger et s'introduisit dans la ville. Elle atteignit une auberge de peu d'apparence et qui n'était pas très éloignée de la maison où se donnait le bal. La ville était envahie par tant de monde qu'après toutes les peines imaginables, elle n'obtint qu'une mauvaise petite chambre. Lorsqu'elle y fut installée et que Galop-Chopin eut remis à Francine les cartons qui contenaient la toilette de sa maîtresse, il resta debout dans une attitude d'attente et d'irrésolution indescriptible. En tout autre moment, mademoiselle de Verneuil se serait amusée à voir ce qu'est un paysan breton sorti de sa paroisse, mais elle rompit le charme en tirant de sa bourse 4 écus de 6 francs qu'elle lui présenta. « Prends donc, dit-elle à Galop-Chopin, et, si tu veux m'obliger, tu retourneras sur le champ à Fougères, sans passer par le camp et sans goûter au cidre. » Le chouan, étonné d'une telle libéralité, regardait tour à tour les 4 écus qu'il avait pris et mademoiselle de Verneuil. Mais elle fit un geste de main et il disparut. « Comment pouvez-vous le renvoyer, mademoiselle ?» demanda Francine. « N'avez-vous pas vu comme la ville est entourée ? Comment la quitterons-nous ? Et qui vous protégera ici ? » « N'as-tu pas ton protecteur ?» dit mademoiselle de Verneuil en sifflant sourdement d'une manière moqueuse à la manière de marche à terre, de qui elle essaya de contrefaire l'attitude. Francine rougit et sourit tristement de la gaieté de sa maîtresse. « Mais où est le vôtre ?» demanda-t-elle. Mademoiselle de Verneuil tira brusquement son poignard et le montra à la Bretonne effrayée qui se laissa aller sur une chaise en joignant les mains. « Qu'êtes-vous donc venue chercher ici, Marie ?» s'écria-t-elle d'une voix suppliante qui ne demandait pas de réponse. Mademoiselle de Verneuil était occupée à contourner les branches de houx qu'elle avait cueillies et disait « Je ne sais pas si ce houx sera bien joli dans les cheveux. Un visage aussi éclatant que le mien peut seul supporter une si sombre coiffure. Qu'en dis-tu, Francine ?» Plusieurs propos semblables annoncèrent la plus grande liberté d'esprit chez cette singulière fille pendant qu'elle fit sa toilette. Qui l'eût écoutée aurait difficilement cru à la gravité de ce moment où elle jouait sa vie. Une robe de mousseline des Indes, assez courte et semblable à un linge mouillé, révéla les contours délicats de ses formes. Puis elle mit un pardessus rouge, dont les plis nombreux et graduellement plus allongés à mesure qu'ils tombaient sur le côté, dessinèrent le cintre gracieux des tuniques grecques. Ce voluptueux vêtement des prêtresses païennes rendit moins indécent ce costume que la mode de cette époque permettait aux femmes de porter. Pour atténuer l'impudeur de la mode, Marie couvrit d'une gaze ses blanches épaules que la tunique laissait à nu beaucoup trop bas. Elle tourna les longues nattes de ses cheveux de manière à leur faire former derrière la tête ce cône imparfait et aplati qui donne tant de grâce à la figure de quelques statues antiques par une prolongation factice de la tête, et quelques boucles réservées au-dessus du front retombèrent de chaque côté de son visage en longs rouleaux brillants. Ainsi vêtue, ainsi coiffée, elle offrit une ressemblance parfaite avec les plus illustres chefs-d'œuvre du ciseau grec. Quand elle eut, par un sourire, donné son approbation à cette coiffure, dont les moindres dispositions faisaient ressortir les beautés de son visage, elle y posa la couronne de houx qu'elle avait préparée et dont les nombreuses baies rouges répétèrent heureusement dans ses cheveux la couleur de la tunique. Tout en tortillant quelques feuilles pour produire des oppositions capricieuses entre leur sens et le revers, mademoiselle de Verneuil regarda dans une glace l'ensemble de sa toilette pour juger de son effet. « Je suis horrible ce soir, dit-elle, comme si elle eût été entourée de flatteurs. J'ai l'air d'une statue de la liberté. » Elle plaça soigneusement son poignard au milieu de son corset, en laissant passer les rubis qui en ornaient le bout et dont les reflets rougeâtres devaient attirer les yeux sur les trésors que sa rivale avait si indignement prostitués. Francine ne put se résoudre à quitter sa maîtresse. Quand elle la vit près de partir, elle sut trouver, pour l'accompagner, des prétextes dans tous les obstacles que les femmes ont à surmonter en allant à une fête dans une petite ville de la Basse-Bretagne. Ne fallait-il pas qu'elle débarrassât mademoiselle de Verneuil de son manteau,
de la double chaussure que la boue et le fumier de la rue l'avaient obligée à mettre, quoi qu'on lui fait sabler, et du voile de gaze sous lequel elle cachait sa tête au regard des chouans que la curiosité attirait autour de la maison où la fête avait lieu. La foule était si nombreuse qu'elles marchèrent entre deux haies de chouans. Francine n'essaya plus de retenir sa maîtresse, mais après lui avoir rendu les derniers services exigés par une toilette dont le mérite consistait dans une extrême fraîcheur, elle resta dans la cour pour ne pas l'abandonner au hasard de sa destinée sans être à même de voler à son secours, car la pauvre Bretonne ne prévoyait que des malheurs. Une scène assez étrange avait lieu dans l'appartement de Montauran, au moment où Marie de Verneuil se rendait à la fête. Le jeune marquis achevait sa toilette et passait le large ruban rouge qui devait servir à le faire reconnaître comme le premier personnage de cette assemblée, lorsque l'abbé Gudin entra d'un air inquiet. « Monsieur le marquis, venez vite, lui dit-il. Vous seul pourrez calmer l'orage qui s'est élevé, je ne sais à quel propos, entre les chefs. Ils parlent de quitter le service du roi. Je crois que ce diable de Riffoël est cause de tout le tumulte. Ces querelles-là sont toujours causées par une niaiserie. Madame Dugois lui a reproché, m'a-t-on dit, d'arriver très mal mis au bal. « Oh, il faut que cette femme soit folle !» s'écria le marquis, « pour vouloir… » Le chevalier du Vissard, reprit l'abbé en interrompant le chef, a répliqué que si vous lui aviez donné l'argent promis au nom du roi… Assez, assez, monsieur l'abbé, je comprends tout maintenant. Cette scène a été convenue, n'est-ce pas? Et vous êtes l'ambassadeur. Moi, monsieur le marquis, reprit l'abbé en interrompant encore, je vais vous appuyer vigoureusement, et vous me rendrez, j'espère, la justice de croire que le rétablissement de nos hôtels en France, celui du roi sur le trône de ses pairs, sont pour mes humbles travaux de bien plus puissants attraits que cet évêché de Rennes que vous. L'abbé n'osa poursuivre, car à ces mots, le mari s'était mis à sourire avec amertume. Mais le jeune chef réprima aussitôt la tristesse des réflexions qu'il faisait. Son front prit une expression sévère, et il suivit l'abbé Gudin dans une salle où retentissaient de violentes clameurs. « Je ne reconnais ici l'autorité de personne !» s'écriait Riffoël, en jetant des regards enflammés à tous ceux qui l'entouraient et en portant la main à la poignée de son sabre. « Reconnaissez-vous celle du bon sens ?» lui demanda froidement le marquis. Le jeune chevalier du Vissard, plus connu sous son nom patronymique de Riffoël, garda le silence devant le général des armées catholiques. « Qu'y a-t-il donc, messieurs ?» dit le jeune chef en examinant tous les visages. « Il y a, monsieur le marquis, » reprit un célèbre contrebandier, embarrassé comme un homme du peuple qui reste d'abord sous le joug du préjugé devant un grand seigneur, mais qui ne connaît plus de bornes aussitôt qu'il a franchi la barrière qui l'en sépare, parce qu'il ne voit alors en lui qu'un égal. « Il y a, dit-il, que vous venez fort à propos. Je ne sais pas dire des paroles dorées. Aussi m'expliquerai-je rondement. J'ai commandé 500 hommes pendant tout le temps de la dernière guerre. Depuis que nous avons repris les armes, j'ai su trouver pour le service du roi 1000 têtes aussi dures que la mienne. Voici 7 ans que je risque ma vie pour la bonne cause. Je ne vous le reproche pas, mais toute peine mérite salaire. Or, pour commencer, je veux qu'on m'appelle Monsieur de Cottereau. Je veux que le grade de colonel me soit reconnu, sinon je traite de ma soumission avec le premier consul. Voyez-vous, monsieur le marquis, mes hommes et moi, nous avons un créancier diablement importun et qu'il faut toujours satisfaire. Le voilà, ajouta-t-il en se frappant le ventre. Les violons sont-ils venus ? Demanda le marquis à madame Dugois avec un accent moqueur. Mais le contrebandier avait traité brutalement un sujet trop important, et ses esprits aussi calculateurs qu'ambitieux étaient depuis trop longtemps en suspens sur ce qu'ils avaient à espérer du roi, pour que le dédain du jeune chef pût mettre un terme à cette scène. Le jeune et ardent chevalier du Vissard se plaça vivement devant Montauran et lui prit la main pour l'obliger à rester. « Prenez garde, monsieur le marquis, lui dit-il. Vous traitez trop légèrement des hommes qui ont quelque droit à la reconnaissance de celui que vous représentez ici. Nous savons que Sa Majesté vous a donné tout pouvoir pour attester nos services, qui doivent trouver leur récompense dans ce monde ou dans l'autre, car chaque jour l'échafaud est dressé pour nous. Je sais, quant à moi, que le grade de maréchal de camp… Vous voulez dire colonel ? Non, monsieur le marquis. Charette m'a nommé colonel.
Le grade dont je parle ne pouvant pas m'être contesté, je ne plaide point en ce moment pour moi, mais pour tous mes intrépides frères d'armes dont les services ont besoin d'être constatés. Votre signature et vos promesses leur suffiront aujourd'hui. Et, dit-il tout bas, j'avoue qu'ils se contentent de peu de choses. Mais, reprit-il en haussant la voix, quand le soleil se lèvera dans le château de Versailles pour éclairer les jours heureux de la monarchie, alors les fidèles qui auront aidé le roi à conquérir la France, en France, pourront-ils facilement obtenir des grâces pour leurs familles, des pensions pour les veuves et la restitution des biens qu'on leur a si mal à propos confisqués? J'en doute. Aussi, monsieur le marquis, les preuves des services rendus ne seront-ils pas alors inutiles? Je ne me défierai jamais du roi, mais bien de ces cormorans de ministres et de courtisans qui lui corneront aux oreilles des considérations sur le bien public, l'honneur de la France, les intérêts de la couronne et 1000 autres billevesées. Puis l'on se moquera d'un loyal Vendéen ou d'un brave Chouan, parce qu'il sera vieux et que la brette qu'il aura tirée pour la bonne cause lui battra dans des jambes amaigries par les souffrances. Trouvez-vous que nous ayons tort? Vous parlez admirablement bien, monsieur du Vissard. Mais un peu trop tôt, répondit le marquis. Écoutez donc, marquis, lui dit le comte de Beauvant à voix basse. Riffoël a, par ma foi, débité de fort bonnes choses. Vous êtes sûr, vous, de toujours avoir l'oreille du roi, mais nous autres, nous n'irons voir le maître que de loin en loin. Et je vous avoue que si vous ne me donniez pas votre parole de gentilhomme, de me faire obtenir en temps et lieu la charge de grand maître des eaux et forêts de France, du diable si je risquerais mon coup. Conquérir la Normandie au roi, ce n'est pas une petite tâche, aussi espérais-je bien avoir l'ordre. Mais, ajouta-t-il en rougissant, nous avons le temps de penser à cela. Dieu me préserve d'imiter ces pauvres airs et de vous harceler. Vous parlerez de moi au roi, et tout sera dit. Chacun des chefs trouva le moyen de faire savoir au marquis, d'une manière plus ou moins ingénieuse, le prix exagéré qu'il attendait de ses services. L'un demandait modestement le gouvernement de Bretagne, l'autre une baronnie, celui-ci un grade, celui-là un commandement. Tous voulaient des pensions. « Eh bien, baron, dit le marquis à monsieur du Guénic, vous ne voulez donc rien ? » Ma foi, marquis, ces messieurs ne me laissent que la couronne de France. Mais je pourrais bien m'en accommoder. Eh, messieurs, dit l'abbé Gudin d'une voix tonnante, songez donc que si vous êtes si empressés, vous gâterez tout au jour de la victoire. Le roi ne sera-t-il pas obligé de faire des concessions aux révolutionnaires? Aux Jacobins, s'écria le contrebandier. Ah, que le roi me laisse faire. Je réponds d'employer mes 1000 hommes à les pendre, et nous en serons bien débarrassés. Monsieur de Cottereau, reprit le marquis, je vois entrer quelques personnes invitées à se rendre ici. Nous devons rivaliser de zèle et de soin pour les décider à coopérer à notre sainte entreprise, et vous comprenez que ce n'est pas le moment de nous occuper de vos demandes, fussent-elles justes. En parlant ainsi, le marquis s'avançait vers la porte, comme pour aller au-devant de quelques nobles des pays voisins qu'il avait entrevus. Mais le hardi contrebandier lui barra le passage d'un air soumis et respectueux. « Non, non, monsieur le marquis, excusez-moi, mais les Jacobins nous ont trop bien appris, en 1793, que ce n'est pas celui qui fait la moisson qui mange la galette. Signez-moi ce chiffon de papier. Et demain je vous amène 1500 gars. Sinon, je traite avec le premier consul. » Après avoir regardé fièrement autour de lui, le marquis vit que la hardiesse du vieux partisan et son air résolu ne déplaisaient à aucun des spectateurs de ce débat. Un seul homme assis dans un coin semblait ne prendre aucune part à la scène et s'occupait à charger de tabac une pipe en terre blanche. L'air de mépris qu'il témoignait pour les orateurs, son attitude modeste et le regard compatissant que le marquis rencontra dans ses yeux lui firent examiner ce serviteur généreux dans lequel il reconnut le major Brigaut. Le chef alla brusquement à lui. « Et toi, lui dit-il, que demandes-tu ? » « Oh, monsieur le marquis, si le roi revient, je suis content. »« Mais toi ? » « Oh, moi, monseigneur veut rire.
Le marquis serra la main calleuse du Breton et dit à madame Dugois, dont il s'était rapproché. « Madame, je puis périr dans mon entreprise avant d'avoir eu le temps de faire parvenir au roi un rapport fidèle sur les armées catholiques de la Bretagne. Si vous voyez la Restauration, n'oubliez ni ce brave homme, ni le baron du Guénic. Il y a plus de dévouement en eux que dans tous ces gens-là. » Et il montra les chefs qui attendaient avec une certaine impatience que le jeune marquis fît droit à leur demande. Tous tenaient à la main des papiers déployés, où leur service avait sans doute été constaté par les généraux royalistes des guerres précédentes, et tous commençaient à murmurer. Au milieu d'eux, l'abbé Gudin, le comte de Beauvant, le baron du Guénic, se consultaient pour aider le marquis à repousser des prétentions si exagérées, car ils trouvaient la position du jeune chef très délicate. Tout à coup, le marquis promena ses yeux bleus, brillants d'ironie, sur cette assemblée, et dit d'une voix claire « Messieurs, je ne sais pas si les pouvoirs que le roi a daigné me confier sont assez étendus pour que je puisse satisfaire à vos demandes. Il n'a peut-être pas prévu tant de zèle, ni tant de dévouement. Vous allez juger vous-même de mes devoirs, et peut-être saurai-je les accomplir. » Il disparut et revint promptement en tenant à la main une lettre déployée, revêtue du sceau et de la signature royale. « Voici les lettres patentes en vertu desquelles vous devez m'obéir, dit-il. Elles m'autorisent à gouverner les provinces de Bretagne, de Normandie, du Maine et de l'Anjou, au nom du roi, et à reconnaître les services des officiers qui se seront distingués dans ces armées. » Un mouvement de satisfaction éclata dans l'assemblée. Les chouans s'avancèrent vers le marquis, en décrivant autour de lui un cercle respectueux. Tous les yeux étaient attachés sur la signature du roi. Le jeune chef, qui se tenait debout devant la cheminée, jeta les lettres dans le feu, où elles furent consumées en un clin d'œil. « Je ne veux plus commander, » s'écria le jeune homme, « qu'à ceux qui verront un roi dans le roi, et non une proie à dévorer. Vous êtes libres, messieurs, de m'abandonner. » Madame Dugois, l'abbé Gudin, le major Brigaut, le chevalier du Vissard, le baron du Guénic, le comte de Beauvant, enthousiasmés, firent entendre le cri de « Vive le roi !» Si d'abord les autres chefs hésitèrent un moment à répéter ce cri, bientôt entraînés par la noble action du marquis, ils le prièrent d'oublier ce qui venait de se passer, en l'assurant que, sans lettre patente, il serait toujours leur chef. « Allons danser !» s'écria le comte de Beauvant, « et advienne que pourra. Après tout, ajouta-t-il gaiement, il vaut mieux, mes amis, s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Battons-nous d'abord, et nous verrons après. » « Ah, c'est vrai, ça. Sauf votre respect, monsieur le baron, dit Brigaut à voix basse en s'adressant au loyal du Guénic. Je n'ai jamais vu réclamer dès le matin le prix de la journée.